Bienvenue dans les lectures de tonton Mvondo. Dites Mvondo. Alors le principe de cette émission est simple. Pour nous donner le goût de la lecture, nous allons lire ensemble des extraits d'un livre au choix. Les ouvrages que nous allons lire vont traiter d'histoire, de culture, de sagesse africaine. Et puis nous allons aussi lire des ouvrages qui peuvent nous enrichir d'une façon ou d'une autre. Nous commençons cette émission avec la lecture du livre de Sylvia Cerbin, Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. Malan Aloua, la Messaline noire du royaume sans vie de Côte d'Ivoire. Jamais chez les Agnis de Côte d'Ivoire, Reine ne laissa plus funeste souvenir que la terrible Malan Aloua. De son vivant, cette Messaline noire inspira une telle terreur à son entourage que, disent les conteurs, personne dans la région n'aurait osé refuser ne serait-ce qu'une calebasse d'eau à un descendant de sa famille de crainte de s'attirer ses foudres posthumes. Malan Aloua fut une illustre figure féminine du sans-vie, petit royaume érigé au début du XVIIIe siècle par des migrants d'origine akan venus de l'actuel Ghana. Fuyant des persécutions dans leur pays déchiré par d'incessants affrontements, ils étaient venus s'installer dans le sud-est de la Côte d'Ivoire. Ils s'étaient progressivement imposés aux autochtones grâce à leur tradition militaire et avaient développé leur communauté par brassage avec différentes ethnies, ce qui donna le peuple Agni. Selon certaines sources, la paternité de ce royaume reviendrait à une femme, la reine Akwanina, sœur du chef Nzema Asai, qui avait été chassée de sa famille pour avoir accordé ses faveurs à un esclave. Établie avec ses partisans au nord de la lagune Abi, elle avait étendu sa domination sur différentes provinces qu'elle unifia en faisant du Sans-Vie son royaume et de Krinjabo sa capitale. Le Sans-Vie était une région bien nantie entre mer, lagunes et forêts denses, dotée de mines d'or et d'importantes ressources en bois, dont certaines essences comme l'acajou étaient déjà à l'époque régulièrement exportées vers l'Angleterre. Son agriculture autosuffisante et une intense activité de pêche lui garantissaient une confortable autonomie. Carrefour d'échange entre les marchands ambulants du pays Ashanti et les traitants Djoula du nord de la Côte d'Ivoire, son caractère attractif et ouvert sur l'extérieur lui amena de nombreuses populations venues d'ailleurs. Malan Aloua était la nièce du souverain Amon Dofo qui occupa le trône de 1844 à 1886. Comme dans toute société matriarcale, elle avait en tant que nièce de souverain d'importants privilèges et une influence notable en matière de pouvoir. Par son titre de Blaïma, qui se traduit par reine-mère, elle faisait figure de mère du royaume et représentait une sorte d'alter ego du roi au niveau social. Son rôle au sein de la communauté Agni était important. Associée à la prise de décision, elle siégeait à la cour en tant que gardienne des traditions. Aussi, le choix d'un nouveau roi parmi les prétendants recommandés par le conseil de régence ne pouvait se faire sans son assentiment. Elle assistait aux cérémonies officielles aux côtés du roi, était responsable de l'accueil des étrangers dans la capitale et organisait les corvées de nettoyage public afin que l'environnement soit toujours propre et accueillant. Plus accessible, elle transmettait les doléances du peuple aux officiels du pouvoir et veillait à préserver un climat d'ordre et de compréhension dans la société en imposant sa médiation dans les tiraillements entre populations d'origines différentes. Elle défendait avec tout autant de vigueur les intérêts des femmes qui étaient assurées d'obtenir gain de cause
lorsqu'elle lui soumettait un problème à régler. Comme elle avait aussi autorité pour transmettre au roi des recours en grâce, toutes sortes de gens défilaient dans sa cour pour lui confier leurs requêtes et solliciter des recommandations. Cumulant à la fois des fonctions d'adjointe au roi, de gardien du culte et des traditions, Malan Aloi, qui arbitrait aussi en justice, s'imposa par son activisme dès son arrivée sur le devant de la scène vers 1865. En outre, sa réputation d'experte en art occulte, ajoutée à ses pouvoirs censément surnaturels, lui valut à la fois crainte et considération. Elle dirigeait les cérémonies sacrées et connaissait les paroles magiques et rites secrets permettant d'entrer en relation avec les ancêtres. Enfin, lors des conflits avec les tribus voisines, elle veillait personnellement à ce qu'aucun soldat ne cède à la tentation de déserter le champ des opérations. Mais ceux-ci préféraient mourir au combat plutôt que de tomber entre ses griffes. Car, toute reine qu'elle était, Malan Aloi aimait beaucoup les hommes, égard à ceux qui se trouvaient dans la trajectoire de son regard. Esclaves, nobles, paysans, étrangers, noirs, blancs, personne ne devait résister aux assauts de cette belle femme au teint clair et au trait fin, de taille assez haute, avec un corps agréablement potelé, selon la description qu'en fit en 1892 le journaliste et photographe Marcel Mounier, membre de la délégation française à la commission de délimitation des frontières entre la Gold Coast, Ghana, et la Côte d'Ivoire, dirigée par Louis-Gustave Binger, qui deviendra en 1893 le premier gouverneur de la nouvelle colonie de Côte d'Ivoire. Dans son visage aux lèvres minces et au nez droit, ajoutait-il, le regard pétillant de Malus semblait une perpétuelle invite. La reine n'était déjà plus très jeune, mais elle lui trouva même des pieds d'enfant. Les princesses n'étant pas considérées comme des femmes ordinaires, la polyandrie était de tradition à la cour du sans-vie. Elles pouvaient donc choisir leur époux et, fortes de ce privilège, s'arrogeaient les hommes les plus séduisants et les plus fortunés. Aussi, Malan Aloi n'eut-elle aucun scrupule à séparer des maris de leurs femmes, des pères de leurs enfants et à briser de nombreuses familles. On raconte ainsi qu'au cours d'une tournée dans l'intérieur du pays avec le roi, son oncle, elle fut séduite par la prestance d'un jeune danseur appartenant à l'un des groupes folkloriques qui animait la cérémonie de bienvenue organisée en leur honneur. Elle chargea le porte-canne de son escorte de convoquer les parents du jeune homme et leur dit séance tenante: « Votre fils me plaît, je le prends pour mari. » N'ayant d'autre choix que de s'incliner, le chef de famille ne put que répondre: « J'ai compris, ma reine, tes désirs sont les nôtres. Permets-moi seulement de prévenir ceux qui nous ont donné leur fille en mariage pour notre fils. » Et le jour du départ, le jeune danseur était du voyage, contraint d'abandonner son épouse et pleurer. L'origine sociale de ses favoris lui importait peu. Les beaux mâles, même de milieu modeste, avaient toutes leurs chances, ce qui ne voulait pas dire qu'elle était indifférente à l'attrait du pouvoir et de l'argent. Entendait-elle vanter les richesses d'un homme? Aussitôt, elle faisait annoncer aux notables de son village qu'elle le désignait pour époux. La nouvelle était annoncée à la criée et la proie, sidérée, n'avait plus qu'à se soumettre et à se défaire sur le champ de ses femmes et marmailles. Souvent d'ailleurs, le temps pour la reine de s'approprier une part des biens de son nouveau compagnon, ainsi que le permettait un régime matrimonial favorable. Une fois ce patrimoine incorporé au trésor de la couronne, un seul faux pas et l'éphémère époux risquait de se retrouver répudié sans ménagement. Pourtant,
elle déployait des trésors de féminité pour séduire ses proies. Le jour de leur arrivée dans sa demeure, en guise de bienvenue, elle leur offrait de façon symbolique une cuvette pleine de parfums rares, de poudre et de pain tissé de grande valeur. Prélude à la félicité qui les attendait en principe. Car, à la moindre contrariété, plus de place pour la passion. Elle pouvait jeter dehors n'importe lequel de ses amants. L'un de ses compagnons faillit même payer de sa vie la maladresse d'avoir éternué trop bruyamment dans la chambre alors que la reine était en train de faire sa sieste. Réveillée en sursaut, elle entra dans une terrible fureur et courut exiger du roi un châtiment exemplaire pour le malotru. Grande amoureuse, Malan Aloi était aussi d'une jalousie maladive qui l'amènera à commettre des excès peu dignes de son rang. L'idée même que des femmes de son entourage puissent la concurrencer en matière de faveur masculine lui était insupportable. Celle qui prenait plaisir à aguicher les hommes avait intérêt à se montrer d'une discrétion absolue car la reine ne tolérait aucune rivalité. C'est bien simple. Les hommes qui avaient l'heure de lui plaire faisaient l'objet d'une constante surveillance dans leur prison dorée. Aucune représentante du sexe faible n'était autorisée à les approcher à l'exception des servantes dévolues aux tâches domestiques. Contraint de délaisser toutes ses activités habituelles, l'élu du moment ne devait se consacrer qu'à sa reine. Il n'avait le droit ni de sortir, ni d'entamer la moindre conversation avec les autres femmes de la cour. Intransigeante sur la vertu de ses amants, la reine du sans-vie ne s'appliquait pas du tout le même principe. Ses compagnons du moment devaient subir sans broncher ses coups de cœur et ses fugues nocturnes. Quelquefois, lui arrivait d'essayer de sauver les apparences. Dans ce cas, c'est elle qui se déplaçait. Elle s'arrangeait alors pour ne pas prolonger ses ébats au-delà d'une certaine heure, afin de pouvoir regagner furtivement sa demeure avant l'aube, pour qu'au réveil de la maisonnée, on puisse croire, mari et servante, qu'elle avait passé la nuit dans sa chambre. Une stratégie qu'elle appliquait systématiquement aux Européens qui passaient entre ses bras. Ainsi, l'honneur était sauf des deux côtés. Malgré son goût insatiable pour les hommes, Malan Aloi était obsédée par une crainte, celle de tomber enceinte. Une attitude singulière et même choquante pour une société où le fait de donner la vie représente un symbole très fort. Aucun homme n'avait le droit de la souiller de sa semence au point que les partenaires maladroits risquaient le bannissement ou la mort. Les jours où elle était en galante compagnie, une servante se tenait toujours à proximité de sa chambre avec un récipient d'eau chaude pour permettre à la reine de se faire une toilette intime aussitôt après l'acte sexuel. Troublé par sa conduite, le vieux roi Amandoufou, qui désapprouvait par ailleurs les agissements de sa nièce, tenta en vain de lui faire entendre raison. Il lui rappelait constamment les devoirs de sa charge et le respect dû à la tradition. L'inquiétude du chef était bien légitime, sachant qu'en vertu des règles matriarcales, son successeur devait être issu d'une des femmes de sa fratrie. Des sœurs ou des cousines du souverain dépendait donc la prospérité ou la disparition d'une dynastie. Aussi n'était-il pas tolérable que, par l'inconséquence de sa conduite, Aloi court le risque de réduire les chances de survie d'une lignée aussi considérée que la leur, celle qui avait dirigé l'exode de leur peuple et lui avait offert un nouveau royaume. L'impétueuse Messaline se résolut enfin à accomplir son devoir en donnant un héritier au trône. Mais après de nombreuses et infructueuses tentatives, au grand soulagement de ses étalons qui ne risquaient plus la mort, elle dut se rendre à l'évidence. Son ventre était maudit.
Les meilleures recettes de féticheurs furent mises à contribution, mais rien n'y fit. Les consultations d'oracle ne donnèrent pas plus de résultats. C'était un terrible coup porté à sa fierté, car elle était la dernière descendante d'une branche où les femmes étaient peu nombreuses. C'était aussi un drame pour la famille royale car, par la faute de Malan Aloi, leur postérité risquait de s'éteindre. Le Conseil des notables tenta même de trouver une solution en faisant rechercher jusqu'au Ghana de leurs origines premières qui, parmi les lointaines cousines maternelles du roi, pourraient suppléer à cette carence. Rendue responsable de cette infamie, la reine fut l'objet d'une réprobation générale. Pour tous, il était évident que les années de contraception qu'elle s'était imposées à coups de décoctions mystérieuses depuis sa jeunesse n'avaient pu que provoquer cette stérilité. D'ailleurs, pensait-on un peu partout, n'était-ce pas le signe d'une malédiction divine? Après avoir gâché par caprice ses chances de procréer, comment s'étonner qu'à la trentaine passée, son ventre ne réponde plus? Bien plus tard, les traditionnistes contemporains se sont penchés sur la question et ont émis l'hypothèse que cette stérilité aurait pu être liée aux effets d'une consanguinité, somme toute assez fréquente dans les milieux princiers. C'est d'ailleurs pour répondre à des problèmes de cette nature que certaines sociétés laissaient aux princesses toute latitude pour choisir des géniteurs en dehors de la lignée royale. En disposant de la liberté de s'unir avec qui elles voulaient, elles multipliaient leurs chances d'avoir des enfants sains grâce à un apport de sang neuf. Pendant ce temps, à Krinjabo, le langage populaire se pimenta d'une nouvelle pique. Je le jure sur le ventre d'Aloi. Boutade qu'on lançait lorsqu'on n'était pas très sûr de ce qu'on avançait. Fût-ce la véritable raison de sa cruauté, son probable sentiment de culpabilité l'avait-elle endurci? Toujours est-il que la seconde partie de son existence fut complètement ternie par la folie sanguinaire qu'elle commença à manifester. Ce fut au moment de l'arrivée au pouvoir de son cousin Akassi Mandou, fils de la sœur aînée du défunt roi. Comme sous l'emprise d'une rage frénétique, elle faisait sacrifier pour un rien des esclaves ou des citoyens sans histoire qui n'avaient eu que la malchance de croiser son chemin. Les femmes elles-mêmes n'étaient plus épargnées et en un tournement pouvaient se retrouver la tête tranchée si la reine s'estimait offensée de quelque manière. Quant aux familles des suppliciés, interdiction leur était faite d'exprimer la moindre complainte sous peine de subir un sort identique. Pourtant, c'est elle qui maintenant détenait le pouvoir. Le nouveau roi, dans la force de l'âge, manquait singulièrement d'envergure. Souffrant d'une paralysie qui l'obligeait à se déplacer en litière, il semblait bien incapable de tenir son rôle, s'avérant d'une navrante indécision, totalement prisonnier des factions qu'il avait fait introniser en jouant d'intrigues partisanes. Suspecté en outre d'avoir été imposé par les Français qui avaient pris pied en Côte d'Ivoire, il n'était pas respecté par son peuple et encore moins par les chefferies environnantes qui lui devaient allégeance et ne payaient plus, du coup, les tributs auxquels elles étaient soumises. La région d'Assini avait été abordée au XVIIe siècle par des commerçants de Dieppe qui y installèrent en 1637 un des premiers comptoirs français d'outre-mer. Des relations diplomatiques s'étaient ensuite établies entre la cour de Louis XIV et le roi des Anis, dont le pays apparaissait pour Versailles plus que digne d'intérêt. En témoigne ce rapport du chevalier d'Amont, envoyé en mission de reconnaissance dans le royaume en 1698. Les Noirs ramassent l'or sur les bords de la rivière et des torrents. Ces mines sont si abondantes qu'on m'assure que 200 hommes en un jour pouvaient remplir d'or 6 coffres d'1 pied carré chacun.
Préconisant une installation rapide sur cette côte, il ajoutait « La France pourrait interdire le commerce dans ces parages à plus de 50 navires interlopes hollandais et anglais qui viennent relâcher ici et font préjudice au commerce en donnant des marchandises à trop bon marché. » Pendant plus de 3 siècles, ces établissements se livreront à des échanges de produits manufacturés, notamment des armes contre de la poudre d'or, de l'ivoire, de la gomme arabique et plus tard de l'huile de palme. Au XIXe siècle, période d'expansion coloniale, la République française décidera d'y implanter une force d'infanterie de marine et d'y construire des forts pour protéger ses positions. Ses ressources en or et en bois précieux, ainsi que son rôle commercial stratégique avec les provinces du nord de la Côte d'Ivoire, plaçaient désormais le royaume Agny en pleine zone de turbulence du fait des éternelles rivalités opposant la France aux Anglais. Ces derniers, installés dans la Gold Coast voisine, le Ghana, où ils contrôlaient l'exploitation du caoutchouc, lorgnaient avidement sur cette partie de la Côte d'Ivoire dont les Français espéraient faire une troisième zone d'influence après le Sénégal et l'Algérie. Aussi, fort du traité de protectorat conclu en juillet 1843 avec son prédécesseur, qui leur permettait de s'installer dans le cercle d'Assigny, les représentants français s'empressaient d'arracher au faible Akassi Mandou l'autorisation de s'implanter à Aboisseau, grosse escale commerciale entre lagunes et océans. Son royaume convoité par 2 puissances extérieures, cela risquait non seulement d'en affecter la stabilité, mais aussi de provoquer une dégradation de sa situation économique. Soucieuse d'atténuer les effets de cet antagonisme imposé aux siens, Malan Aloi décida de prendre les choses en main et commença à dicter à Akassi Mandou les décisions à prendre. Sa présence s'imposa donc tout naturellement dans la gestion des affaires publiques dont elle avait par ailleurs une certaine expérience et personne ne s'avisa de contester son autorité. Pas même les Français. Aussi pesa-t-elle de tout son poids pour faire retarder au maximum l'installation de leur factorerie dans cette ville et elle s'opposa jusqu'à sa mort à l'établissement de toute représentation étrangère dans sa capitale Krinjabo. Bien que guidée par la volonté de préserver la cohésion de son royaume, la reine du Sang-Vie privilégia le réalisme politique en choisissant de mener une résistance pacifique contre la pénétration coloniale. Son objectif était de ne surtout pas perdre le bénéfice des bonnes relations entamées par son oncle avec les ressortissants français. Et elle réussit visiblement à donner le change puisque le gouverneur Bayol, en tournée dans la région en 1886, notait à son propos dans un rapport au ministère de la Marine et des Colonies « Une femme auprès du roi partage avec celui-ci la toute-puissance. C'est la princesse Eloua, la plus haute personnalité du royaume après sa majesté. Elle est très intelligente et particulièrement influente. Toutefois, en dépit du réel respect qu'elle inspirait, Malan Aloi semblait affectée d'une double personnalité. Si elle gouvernait avec compétence son territoire, dans le même temps, les récits de ses actes de barbarie se répandaient jusqu'au-delà du pays Agny. La bienveillante affection de son défunt oncle, pour qui elle éprouvait une vive admiration, avait certes permis de canaliser son impétuosité, mais le lymphatique cousin n'était pas de taille à faire barrage à ces excès de femme aigrie qu'elle semblait désormais être devenue. Un jour, on racontait qu'elle avait balafré à coups de canif le beau visage et le corps mis à nu d'une imprudente à laquelle un de ses amants avait décoché un sourire non autorisé. Écumant de rage, elle avait ensuite jeté par terre en vociférant « Maintenant on va voir si tu pourras attirer même un chien !» Le lendemain, on décrivait avec terreur la manière dont elle avait fait enterrer vivant un condamné.
Le malheureux avait été enfoncé dans le sable jusqu'au cou, puis elle avait ordonné qu'on répande des morceaux de bananes frites autour de lui. En quelques instants, étaient apparues des fourmis carnivores qui ne firent qu'une bouchée de la tête du supplicié. Des jours durant, les habitants des alentours crurent entendre dans les bruits du vent l'effroyable écho de ses hurlements. Membres de droit des tribunaux coutumiers, les jours de jugement, Malan Aloi commençait toujours par faire une visite aux prévenus. Mais ce n'était pas par compassion. Si l'un des hommes lui plaisait et qu'elle voulait le faire épargner, elle lui faisait faire une discrète incision sur le front. Le mince filet de sang coulant sur le visage du condamné le signalait à l'attention des juges qui s'empressaient alors de le faire relâcher. En revanche, lorsque pendant les délibérations du tribunal, la reine se caressait la nuque, le message était clair. Il fallait trouver un coupable à décapiter, même si la faute n'appelait pas une telle sentence. Elle semblait presque prendre un plaisir jouissif à assister aux exécutions. Lorsqu'une tête roulait sur le sol, elle s'en servait aussitôt comme repose-pied et continuait tranquillement à observer la suite du spectacle. Sa vie privée était le théâtre d'épisodes tout aussi dramatiques. Comme la fois où elle apprit que son compagnon venait de faire un enfant à son épouse légitime qu'il continuait de fréquenter en cachette. Dissimulant la jalousie qui lui rongeait le cœur, Malan Aloi décida d'attendre sa vengeance. Quelques jours plus tard, mais ce n'était sûrement pas le fruit du hasard, elle croisa la jeune mère en ville. Elle la salua cordialement, comme si de rien n'était, ainsi que le fond des coépouses bien élevées, et la félicita pour son récent accouchement. Puis elle l'invita à venir lui présenter le nouveau-né. Trompée par la bonhomie du ton, aujourd'hui, la naïve répondit à l'invitation et fut reçue avec chaleur. C'est donc avec confiance qu'elle tendit son enfant à la reine qui souhaitait le prendre dans ses bras. Soudain, telle une furie, Malan Aloi se leva, attrapa le bébé par une jambe et le fit violemment tournoyer au-dessus d'elle avant de fracasser son petit corps sur le sol. Le père, qui était présent, n'eut pas le temps de réagir. Son forfait accompli, la reine, totalement hystérique, aboya alors à son adresse. « Estime-toi heureux que je te laisse la vie sauve pour que tu continues à en faire d'autres et ainsi démontrer ouvertement à tous ma stérilité. » Ce fut l'acte de barbarie de trop. Le peuple excédé n'hésitait plus à exprimer sa détestation de tant de monstruosités sans aller toutefois jusqu'à se révolter. L'opinion publique se demandait ce qu'attendait le roi pour la faire destituer, comme le prévoyait la coutume en cas de manquement grave. Mais c'était elle qui incarnait le pouvoir et le conseil de régence n'osa rien entreprendre. Et l'histoire du sans-vie continua d'être ponctuellement entachée de gestes de cruauté inspirés par son sadisme. Ce n'est qu'au crépuscule de sa vie, à l'approche de la cinquantaine, que Malan Aloi commença à s'assagir. Les sacrifices humains se firent plus rares, mais pas ses frasques amoureuses. Jusqu'au jour où elle rencontra celui qui allait devenir son dernier époux, le riche planteur Adou Ewi. Cette fois-ci, elle était tombée sur un homme à poigne qui n'hésitait pas à la battre copieusement pour lui faire passer l'envie de persécuter gratuitement les gens. Il refusa de répudier ses 4 autres épouses qu'il continua à fréquenter sans même donner la priorité à la reine. Et le miracle s'accomplit. Malan Aloi en fut transformé. On raconte que, subjuguée par ce caractère bien trempé, la reine le suivait partout comme une adolescente enamourée, allant même jusqu'à l'accompagner sur ses plantations lorsqu'il allait surveiller les travaux champêtres de ses paysans. C'est dans ses bras qu'elle mourut en 1898
2 ans avant son cousin à Kassimandou. Bien que sa disparition suscita un grand soulagement dans la population, Malan Aloi eut droit à des funérailles royales qui donnaient lieu à quelques sacrifices humains pour l'accompagner dans son dernier voyage, ainsi que l'exigeait la tradition. Exposé sur un lit mortuaire tendu de pain précieux, sa dépouille enduite de kaolin était couverte de poudre d'or et parée d'une impressionnante quantité de bijoux. Tous ses anciens maris et amants s'étaient déplacés pour l'occasion afin de s'associer au dernier hommage de son peuple. Une délégation française fut même présente aux obsèques aux côtés du roi. Car malgré le funeste souvenir qui éclipsa une partie de son règne, elle avait d'abord été la reine-mère du sans-vie. Matondo, Akiba, Ngeping, Masoma, merci d'avoir écouté cette histoire. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne par des dons sur PayPal, Patreon ou sur YouTube. Surtout, likez la vidéo, partagez-la à d'autres personnes pour que nous apprenions ensemble l'histoire de notre beau continent. Et dites-nous en commentaire quelles sont les leçons que vous tirez de cette histoire.